Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief. Nous consacrerons l'intégralité de cette émission à la résolution 2440 sur le Sahara que le Conseil de sécurité de l'ONU a adoptée mercredi 31 octobre au soir, quelques heures avant l'expiration du mandat de la MINURSO. Les choses se précisent puisque la précédente résolution ne remonte qu'à 6 mois et celle qui vient d'être adoptée ne sera valable que pour 6 mois. Les choses se précisent aussi et la pression augmente sur Alger, puisque l'Algérie est citée pas moins de 3 fois dans ce texte. Et c'est là la première fois que c'est le cas, comme on le voit, son mutisme de presque 20 heures avant de prendre acte. Par ailleurs, le Polisario est vigoureusement invité à respecter ses engagements pris devant l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU de ne pas essayer de changer le statu quo à Bir Lihlo et à Guerguerat. Ce qui surprend dans cette résolution est qu'elle est résolue. La situation doit impérativement avancer vers une solution. Tous les délégués l'ont dit dans leurs explications de vote et pour cela, le pragmatisme américain, Penn Holder ou rédacteur du projet, en plus de la parfaite connaissance du dossier par le secrétaire général Antonio Guterres, ont fait le reste. On ne peut instaurer et établir la paix sans que tous les protagonistes soient impliqués, comme cela s'est produit partout où la paix a été faite. Avec nous pour débattre des fondements et des conséquences de cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, Naïm Kamal, vous êtes directeur de Coude.ma. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Hassan Alaoui, vous êtes directeur du mensuel Maroc Diplomatique et du site maroc-diplomatique.ma. Bonjour. Bonjour. Shalkaoui Roudani, vous êtes politologue et spécialiste de géopolitique. Hassan Alaoui, encore bonjour. Hassan Alaoui, on commencera par. Si vous permettez juste une petite précision, le Polisario est instamment invité à ne pas, ou tenu à ne pas changer le statut de Guerguerat, de Bir Lihlo et de Tifariti, ce qui est nouveau. Très bien, on en parlera tout à l'heure. Il a pris des engagements en fait devant Horst Kohler. Non, c'est pas un oubli, je vous laissais le dire. Il a pris des engagements devant Horst Kohler et il a été instamment prié de les respecter. Donc, en ce qui concerne toute la zone à l'est du dispositif de sécurité. Alors, Hassan Alaoui, en quoi cette résolution 2440 apporte-t-elle des nouveautés que le représentant du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, a qualifiées d'historiques et des nouveautés qui ont été aussi reprises par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita? Historique, en effet, je le confirme, mais il y a aussi, enfin pour moi personnellement, je vois au moins 4 à 5 points que je vais rapidement mettre en évidence. Pourquoi cette résolution donc est d'abord inédite dans le temps et dans la fermeté, n'est-ce pas, dans le langage aussi, est importante et significative parce que tout simplement, je vois que pour la première fois, on parle évidemment donc de la présence, de la participation de l'Algérie. Mais ce n'est pas une participation quelconque, c'est quand même quelque chose d'inédit, parce que jusque-là, c'est le tour de table, si vous voulez, ne sera pas comme on avait remarqué jusqu'à présent, notamment à Manhasset, par exemple, où il y avait 2 groupes, c'est-à-dire 2 contre 2. C'est-à-dire le Maroc, c'était le principe, c'était le précédent round de discussion, c'est-à-dire en fait jusqu'en 2012. Le Maroc et le Polisario, puis de l'autre côté, presque dans la pénombre, l'Algérie et la Mauritanie. Aujourd'hui, c'est un tour de table qui comprendra 4 partenaires, ou pardonnez-moi, 4 protagonistes. Donc, ça, c'est le premier point. C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, pardonnez-moi, des adversaires de notre intégrité territoriale, il peut maintenant, j'allais dire, c'est révolu. C'est-à-dire, il y a de la responsabilité qui va être invoquée et même exigée. Deuxième point. La résolution, maintenant, elle appelle, je dirais, un chat, c'est-à-dire la partie, le protagoniste, je veux dire, concerné et non plus simplement intéressé comme la propagande algérienne le disait jadis. Je veux dire, l'Algérie est désignée, si vous voulez, comme responsable et donc elle doit absolument se mettre à table à ce titre. Troisièmement, je dirais que la résolution, elle est intéressante et positive parce que elle réinsiste, si vous voulez, elle réaffirme le caractère politique, si vous voulez, de l'enjeu, c'est-à-dire le caractère politique de ce processus de règlement. Ce n'est pas encore des négociations, c'est une table ronde, mais si vous voulez, elle est déjà désignée comme, je veux dire, une table ronde politique. Et donc, ce qui en découle, c'est-à-dire ce que la résolution exige après, on le verra dans le texte, c'est justement une solution juste, une solution politique. Et ça a été cité au moins 4 à 5 fois dans la résolution, le mot politique, c'est-à-dire une solution plus tard de négociation, donc de compromis, qui engage la bonne foi des parties prenantes. Quatrième truc,
pardonnez-moi, si j'ose dire, quatrième élément, c'est l'histoire que vous venez d'évoquer, et Naïm l'a soulevé tout à l'heure, parce qu'on en a eu vent tout à l'heure, c'est que Guerguerat, si vous voulez, Bir el-Hlo, c'est fini. Le Polisario doit arrêter net. Et donc, le secrétaire général des Nations Unies l'impose. Comme vous le savez, je rappelle qu'en mars 2016, il a piqué une colère, il a même écrit et réagi, il a écrit comment dirais-je, recommandé au Polisario d'arrêter ses activités. Aujourd'hui, à ces deux localités qui sont Bir el-Hlo et Guerguerat, on ajoute Tifariti, n'est-ce pas? Et tout le dispositif, si vous voulez, de défense à l'Est qui doit être absolument, j'allais dire, sauvegardé. Donc, ces éléments, je pourrais rajouter aussi un. Le mythe des territoires libérés qui tombe. Oui, c'est ça. Et le mythe, comme a dit Naïm, des territoires libérés dont la propagande nous a abreuvés, la propagande algérienne. Et j'ajouterai pour terminer. À essayer d'abreuver. Oui. On connaît la réalité. Ils ont abreuvé la propagande, je veux dire, de leur propagande, l'opinion occidentale. Dernier élément que je citerai, et pourquoi je me réjouis de cette résolution, c'est que pour la première fois, peut-être aussi, on parle de recensement de ce qu'on appelle, entre guillemets, les réfugiés. Et qui, pour moi personnellement, ce sont des séquestrés. Parce que réfugiés, c'est trop dire, parce que de toute façon, les gens qui sont partis en 1976, emmenés de force par le Polisario et l'armée algérienne, après la Marche verte, ça ne représentait que une poignée de Sahraouis emmenés de force. Et la majorité restait au Sahara, donc au Sahara marocain, dans son pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous flouer. C'est pour ça que le HCR doit maintenant être interpellé et remplir sa mission d'aller recenser qui est et qui n'est pas Sahraoui. Voilà. Il faudrait faire la pression sur l'Algérie, parce que c'est l'Algérie finalement qui refuse. Oui, mais Naïm, la résolution est là, il y a une pression. On reviendra justement. On comprend que comme je le disais en introduction, la résolution paraît cette fois véritablement résolue dans les termes. On en parlera sur un certain nombre d'éléments. On en reparlera. Alors, Charles Kawaloudani, la réaction algérienne à cette résolution est un véritable modèle de désinformation. Mais on pourrait relever deux éléments. La première, c'est que l'Algérie aura mis quelque part à peu près 18 à 19 heures avant de réagir en prenant simplement acte. Les supports d'information du Polisario considèrent eux-mêmes que c'est la pire résolution qui a été faite à l'ONU pour l'affaire du Sahara. Alors en quoi pensez-vous que les Algériens et les gens du Polisario peuvent-ils s'inquiéter pour cette résolution? Est-ce qu'il y a des raisons pour eux de s'inquiéter et pourquoi? Bien sûr, il y a des raisons pour s'inquiéter. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, en décortiquant la résolution, donc il y a un langage clair et ferme. Donc la résolution appelle nommément l'Algérie en tant qu'une partie prenante dans la résolution du conflit, ce que l'Algérie a cherché dans toutes les résolutions précédentes de cacher. Aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est que la première fois, la Chine a voté en faveur de la résolution, en faveur du Maroc. Et par ricochet, c'est l'isolement direct de l'Algérie. On parlera des explications de vote tout à l'heure, parce que cette résolution a été votée par 12 contre 3 abstentions, que sont l'Éthiopie, la Bolivie et la Fédération de Russie. Et la Fédération de Russie. La Chine, qui s'était abstenue en avril, ne s'est pas abstenue à voter pour. Ne s'était pas abstenue aujourd'hui dans cette résolution. Et ça, c'est un point qui est très important, parce que la Chine, c'est un paramètre très incontournable dans les équations géosécuritaires dans le continent africain. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Algérie, quand on parle des milices du Polisario, en essayant de faire la résolution, il a parlé direct et franche sur la question de la sécurité régionale, c'est-à-dire lier cette problématique qui perdure depuis longtemps avec la situation sécuritaire dans le Sahel et l'Afrique subsaharienne. Et on sait bien que récemment, il y avait des visites officielles des grands hommes politiques et États américains comme John Sullivan, le secrétaire d'État adjoint de Mike Pompeo. Je parle aussi de Nathan Salès, le responsable de la lutte contre le terrorisme à la Maison-Blanche, et tous les deux responsables américains qui sont très proches de John Bolton, l'homme fort aujourd'hui dans la sécurité, dans la perception, la conception. Le Conseil de la sécurité du président Trump. Et qui était lui-même représentant de Washington à l'ONU dans les années, au milieu des années 2000. Et c'est deux personnalités qui ont insisté sur le rôle que joue le Maroc dans la lutte contre le terrorisme, sur l'option
l'option de l'autonomie en tant qu'une option réaliste et réalisable dans la mise en place d'une paix sereine et responsable dans toute la région. Ça, c'est très important pour le Maroc. Et tous ces points-là ont inquiété l'Algérie et les milices de Polisario. N'oublions pas aussi que la résolution, il a été clair, il a mis le curseur sur les points forts de ce que prétend le Polisario. Donc, il a mis l'accent sur les incursions du Polisario dans la région de Gargarat et dans la zone tampon. Aujourd'hui, il a été clair sur la situation, sur le transfert de certaines structures administratives dans la région de Tiferet et Bir el-Hlo. Et ça, c'est un point qui est très important pour le Maroc et pour la perception, la conception du Maroc pour la paix et la région dans toute la région et la sous-région. Je pense que tous ces points-là inquiètent l'Algérie, inquiètent le Polisario, et parce que aussi la résolution, il a appelé l'Algérie à assumer ses responsabilités dans cette situation qui perdure depuis longtemps. Et donc tous ces points-là font davantage inquiéter l'Algérie, et d'autant plus qu'ils ont demandé de recenser les séquestrés qui sont dans Tindouf. Et je pense aujourd'hui qu'à la lumière des métamorphoses géopolitiques et géostratégiques que connaît la région de l'Europe de l'Ouest et la Méditerranée, les pays du Sahel, l'Afrique subsaharienne, n'oublions pas que l'Afrique, il contient à peu près 27 mouvements séparatistes. Donc ce qui reste un défi pour l'Union africaine et pour la communauté internationale, et notamment aujourd'hui l'incursion que les milices de Hezbollah commencent à s'immiscer dans cette affaire pour essayer de déséquilibrer les équilibres géopolitiques dans la région. Tout ça inquiète la communauté internationale, et je pense que c'est à partir de là qu'il y avait un temps clair et lucide sur l'Algérie et le Polisario pour qu'ils assument leurs responsabilités. Naïm, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette gêne, cet embarras qu'on sent chez les Algériens depuis à peu près 48 heures, 72 heures maintenant? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Et pourquoi cette résolution, c'est la deuxième fois qu'elle est reconduite pour 6 mois? D'abord, le premier point. Vous savez, il y a la Russie, l'Éthiopie et la Bolivie qui se sont abstenus. Bon, la Bolivie et l'Éthiopie, ils sont membres du Conseil de sécurité pour une durée déterminée. Le membre non permanent pour 2 ans. Pour 2 ans. Le plus important, c'est le membre permanent qui est la Russie. Et vous savez, c'est un baromètre. Le fait même que la Russie s'abstienne, ça veut dire que c'est une résolution qui déplaît à Alger. Mais en même temps, pour ses propres raisons de géostratégie, géopolitique, de coopération bilatérale ou multilatérale, la Russie s'est abstenue, ce qui est un bon signe également pour le Maroc. Il n'a pas voté contre. Alors, pardonnez-moi, Naïm Kamal, je voudrais vous interrompre pour apporter une précision. J'ai sous les yeux les explications de vote, et la Fédération de Russie, enfin le représentant de la Fédération de Russie a dit ceci, entre autres, les remarques de principe des autres membres du Conseil n'ont pas été prises en compte. A regretté donc le président, qui a considéré que la fonction de délégation porte-plume doit être réexaminée avant de plaider pour une approche plus constructive. Donc ça, c'est le duel entre le conflit russo-américain. Mais non, voilà. Non, donc c'est pour compléter votre... oui, non, vous faites très bien de le dire. Moi, je dirais ça, c'est de la justification. C'est pour dire que c'est pour camoufler que, en fait, cette résolution lui déplaît. Lui déplaît parce qu'il déplaît à Alger. Et parce que Alger est un client important, historique, de l'armement russe, essentiellement, et un partenaire sur le marché pétrolier, dont ils espèrent, en cas de crise, quelques ententes. Vous le savez très bien. Donc, il y a une justification. Effectivement, il y a et ce n'est pas seulement un problème de Moscou, c'est également d'autres capitales qui considèrent que le fait que le penhandler, c'est-à-dire le porte-plume, celui qui est chargé d'écrire la résolution, de la rédiger, parfois s'approprie le droit d'en faire sienne et qui devrait passer comme ça in texto. Donc ça pose problème. Mais si la Russie s'est abstenue, c'est essentiellement, à mon sens, que la résolution ne fait pas l'affaire de l'Algérie,
pour les mille et une raisons que mes amis, c'est Serqaoui, c'est Hassan, Alors, excusez-moi, encore une fois, je vous interromps. Le baromètre dont vous parlez, comme l'ont dit nos amis, comme vous le dites si justement, si ça n'arrangeait pas autant l'Algérie, ça n'arrange manifestement pas autant l'Algérie qui a mis un certain nombre d'heures à réagir, la Fédération de Russie aurait pu bloquer ce projet de résolution. Et si ça n'a pas été fait... Je l'ai dit, j'ai dit qu'en même temps, elle ne veut pas non plus totalement déplaire au Maroc. Voilà. Parce que c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre, mais en même temps, elle ne veut pas cautionner cette résolution qui n'est pas pour satisfaire le Maroc à 100%. Il faut aussi tempérer, regarder les choses en face. C'est bien, mais c'est pas un tournant, c'est une courbe que vient de prendre au plan diplomatique et international l'affaire du Sahara. Et ça, à mon sens, c'est très important. Il faut savoir raison garder. Bon, il y a quelque chose qui a été glané, grignoté, et il faut continuer. Il y a une persévérance. Vous avez un tempérament plutôt pessimiste, vous. Parce non. que quand on voit les termes qui sont utilisés, là on viendra sur les droits de l'homme, c'est clair. Il y a deux points qui sont très importants que je voulais ajouter. Il termine une seconde parce qu'il y a, avant de passer à Hassan pour les droits de l'homme. Deuxième question aussi, il faudrait peut-être que j'y réponde sur les 6 mois. Parce qu'on a beaucoup de questions. Oui, de toute façon on a 52 minutes, on a le temps. On n'en a plus autant. Beaucoup moins, allez-y. D'accord. Donc je dis que bon, pour le vote, on reviendra peut-être s'il faudrait expliquer le vote et l'abstention des uns, le vote des autres, qui est quoi et pourquoi. Bon, cette histoire de 6 mois, il faut qu'on en finisse avec cette mystification. C'est un langage, c'est un élément de langage qui a été distillé pendant des mois, depuis qu'il y a eu la première résolution autorisant la reconduction pour 6 mois, l'Algérie, on a fait une mystification, une interprétation, à mon sens, subjective, qui veut que c'est pour mettre le Maroc sous pression, pour mettre le Maroc sous tension, afin qu'il sorte de sa léthargie, supposant que c'est le Maroc qui bloque la situation. Ça, c'est bon. C'est de bonne guerre, si jamais on peut dire qu'il y a de bonne guerre. Mais c'est une mystification pour le Maroc. Le Maroc, le Sahara est une affaire, c'est un pain quotidien. Pour la diplomatie marocaine, c'est une affaire de tous les jours. Donc, que ce soit 6 mois, 3 mois, 1 année, 1 siècle, le Maroc est là. Ils peuvent reconduire autant qu'ils veulent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on le voit dans le communiqué, alors qu'il y a, depuis à peu près 1 mois et demi ou 2 mois, la presse algérienne, dans sa globalité, ne faisait que chanter cette histoire de 6 mois sous prétexte que John Bolton serait, qui est conseiller stratégique le Conseil de sécurité Conseil national de sécurité, c'est le chef du Conseil national, président du Conseil. De Trump, serait plutôt favorable. Ça aussi, on a essayé disons, de nous faire peur. Bon, la résolution, elle a été écrite par les Américains, elle déplaît aux Algériens, elle ne déplaît pas totalement au Maroc. Il faut en conclure. Alléluia. Alors, on va laisser Serqaoui Roudani apporter ça. Allez-y, parce qu'on a encore beaucoup de choses. C'est une résolution qui est assez remarquable. Il y a beaucoup de points qu'il faut passer en vue. Bon, allez-y. Merci. Serqaoui Roudani, juste pour rajouter sur la question de la Russie, je pense aujourd'hui, il y a 2 points qui sont très importants. La Russie, toujours, il agit en fonction de ses intérêts de son pays. C'est-à-dire que toujours dans la tête, il y a ce qu'on appelle la question de la Crimée. Et deuxième point qui est très important, l'Algérie, c'est le premier importateur des armes russes. Il absorbe à peu près 47% des exportations russes d'armes russes vers le continent. Donc voilà, c'est un... des liens. Voilà. Alors, on va arriver au chapitre des droits de l'homme. Hassan Alaoui, on peut aussi considérer que l'avantage est au Maroc. Je voudrais, je parle rapidement, je suis désolé, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir. Donc, les termes, comme je vous disais, Naïm, sont très importants. Sur le chapitre droits de l'homme, si je dis qu'avantage au Maroc, c'est que la résolution, donc dans son aspect, dans sa partie préambulaire, se félicite des mesures et initiatives prises par le Maroc, du rôle joué par les commissions du CNDH, Ad-Dakhla et Al-Ayoun, et de l'interaction entre le Maroc et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies.
Prend note, le Conseil de sécurité, avec une vive préoccupation des souffrances persistantes endurées par les réfugiés sahraouis et de leur dépendance à l'égard de l'aide humanitaire, etc. Donc, ça veut dire que dans les termes, il y a quand même une différence qui est assez nette. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus, sur cette partie droits de l'homme, Hassan? Moi, je pense que les droits de l'homme, puisque je voudrais quand même m'en tenir à l'aspect, je veux dire, l'aspect final, et surtout le paramètre de la MINURSO, parce qu'en fait, cette résolution, elle concerne de A à Z la MINURSO. Et donc la MINURSO, n'est-ce pas, qui a été donc créée en 1991 à la faveur de l'accord, si vous voulez, de cessez-le-feu, elle avait pour rôle simplement de mettre, j'allais dire, de mettre en pratique, si vous voulez, cette dimension de veiller au respect, si vous voulez, de la paix et du processus de paix. Voilà, c'était ça. Aujourd'hui, on revient à cette formule que la MINURSO ne peut pas faire autre chose que, justement, si vous voulez, cadrer un petit peu les efforts de paix. Mais ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans, vous vous souvenez, c'est que la même MINURSO était remise en cause parce qu'elle s'était mise dans la tête de faire un petit peu, je veux dire, de se faire la gardienne des droits de l'homme au Sahara. Ce que le Maroc a contesté, et même la communauté internationale n'a pas accepté, si vous voulez, cette déviation ou cette dérive de la MINURSO. Donc il n'y a pas, pour moi, les droits de l'homme remontent pratiquement à plus que 20 ans, plus même, à 30 ans, parce que ça a commencé au niveau de feu Hassan II, et aujourd'hui, surtout, de plus en plus par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a créé, je vous le rappelle, l'instance de l'IER, si vous voulez, et qui a été l'un des promoteurs, si vous voulez, de l'état de droit. Donc, que ce soit à Tanger ou à l'Aïn ou à Dakhla, le concept de droit de l'homme, c'est le même. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour cette... Je me félicite que l'ONU... C'était le propos de ma question, parce que le terme est clair, et d'ailleurs le terme félicité encourage est clair. Je rejoins votre inquiétude sur les violations, si vous voulez, des droits de l'homme à Tindouf, l'Ahmada. Pourquoi? Parce que le dernier exemple, c'est celui, si vous voulez, de la nourriture, si vous voulez, qui est envoyée dans les camps, qui est détournée. Et le fameux rapport européen OLAF, qui a dénoncé vigoureusement. Donc s'il y a violation des droits de l'homme, c'est du côté quand même algéro-polisarien. Ce sont des choses qui sont en train de transparaître. Une petite précision, juste avant de voir un autre sujet, un autre plan. Non, c'est-à-dire que si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, ou même peut-être un peu plus, le débat au sein des Nations Unies, dans les coulisses des Nations Unies, dans les médias, à l'échelle internationale, était la constitution d'une instance autonome et indépendante de l'observation des droits de l'homme au Sahara. Ce que le Maroc avait refusé en argument à l'appui qu'il y a des instances nationales qui sont compétentes et qui travaillent à cette question. D'ailleurs, je ne sais pas, vous avez la résolution là sur... Oui. Alors, si vous pouvez lire le passage sur comment il se félicite jusqu'au Polisario. Il se félicite pleinement. Sur le rôle du Conseil national des droits de l'homme. Ah d'accord, se félicite à cet égard des mesures et initiatives prises par le Maroc, du rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme. Par les commissions. Alors, se félicite à cet égard des mesures et initiatives prises par le Maroc. Je vous laisse finir. Moi, j'ai pas, mais il faut que... D'accord. D'accord. Alors, du rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme à Dakhla et à l'Aïn et de l'interaction entre le Maroc et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Ajoute le passage d'après. Encourageant vivement à renforcer la coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le Polisario, qu'est-ce qu'il dit? Alors, prenant note, toujours le Conseil de sécurité, toujours la partie préambulaire, prenant note avec une vive préoccupation des souffrances persistantes endurées par les réfugiés. C'est ce que je disais à Hassan, c'est ce qu'il a répondu aussi. Il faut que ça soit clair. C'est tout à fait clair. C'est-à-dire au même moment où les Nations Unies se félicitent du rôle du Conseil national des droits de l'homme, de l'interaction du Maroc avec les instances internationales sur cette question, il constate
qu'il y a un État déplorable, et c'est l'Algérie qui en est responsable. Ces gens-là se trouvent en territoire algérien, c'est d'abord l'Algérie qui en lance pas, dans les camps des réfugiés, et ne se félicite d'aucune garantie des droits de l'homme dans ces camps. Très bien, nous sommes arrivés à la moitié temps et nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci. Rebonjour à tous. Nous reprenons notre émission Le Débrief consacrée intégralement à l'adoption de la résolution 2440 sur le Sahara marocain mercredi 31 octobre au soir par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en débattons avec Naïm Kamal, directeur de Quid.ma, Hassan Alaoui, directeur du mensuel Maroc diplomatique et du site maroc-diplomatique.ma, et Sharqaoui Roudani, politologue et spécialiste de géopolitique, avec qui nous étions juste avant la pause. Et je vous posais la question de la fameuse phrase qui est citée dans la résolution: on fixe un mandat de 3 mois à l'intérieur du mandat de 6 mois. C'est-à-dire que le renouvellement du mandat de 6 mois, à la fin de 3 mois, c'est-à-dire à la fin de janvier, il faut qu'il y ait un rapport d'étape. Donc on peut penser que tout tourne autour de cette rencontre de Genève et qu'il y ait certaines appréhensions quelque part de la part du Conseil de sécurité. Qu'est-ce que peut craindre l'ONU? Oui, tout à fait, l'ONU, parce qu'il craint le fait que l'Algérie continue de ne pas vraiment proposer des solutions qui ne soient pas vraiment, parce que toujours l'Algérie refuse d'accepter qu'elle est une partie prenante dans la résolution du problème. Et je pense que en fixant ce délai, je pense que l'ONU cherche d'être avec une approche dynamique et pragmatique, de mettre le curseur sur les vraies difficultés dans lesquelles s'enlise cette situation et ce problème qui perdure depuis longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, à la lumière de cette phrase, on voit qu'il y a un pragmatisme du Conseil de sécurité des Nations Unies pour résoudre ce problème, parce qu'il est lié à la sécurité régionale, il est lié à la sécurité du pays du Sahel, l'Afrique subsaharienne. N'oublions pas aussi que récemment, il y avait des attaques terroristes du groupe de ce qu'on appelle le grand État sur le grand Sahara de Abu Walid Sahraoui dans la ville de Ouagadougou et dans les frontières malio-nigériens et malio-burkinabé. Donc je pense aussi qu'il y a le mouvement de Mijao. Et tous ces mouvements terroristes sont liés à des éléments du Polisario. N'oublions pas aussi qu'il y a d'autres mouvements terroristes qui commencent à s'immiscer dans l'affaire et donc qui veulent déséquilibrer l'équilibre géomilitaire existant dans la région. Et je pense que c'est dans ce sens-là que l'ONU cherche à mettre la pression sur l'Algérie, sur les milices du Polisario, pour qu'ils puissent être vraiment à des vrais interlocuteurs et qu'ils puissent vraiment avancer dans ce processus qui a été entamé depuis l'ascension d'Antonio Guterres en tant que secrétaire général des Nations Unies. N'oublions pas aussi que ce problème commence à avoir des impacts. Donc en fait, il y a d'autres enjeux beaucoup plus globaux. Oui, tout à fait. N'oublions pas aussi la situation de la Libye, les armes qui s'éparpillent dans toute la région et notamment dans cette région grise à côté de la zone tampon, à côté de Tindouf, les retours des Daïchiens dans la région, notamment récemment il y avait une attaque terroriste en Tunisie, en Algérie, dans les frontières algéro-tunisiennes, dans le Mochanbi, Samsama et aussi Sloum. Donc il y a vraiment un retour des Daïchiens qui veulent vraiment peser sur l'équation géopolitique dans la région. C'est pourquoi donc la communauté internationale et notamment particulièrement la France et les États-Unis, parce que la France connaît très très bien la région et la géopolitique de la région à travers l'opération Barkhane, à travers l'opération Serval et même à travers sa présence dans plusieurs pays au nord du Mali. Donc c'est pourquoi donc je pense l'ONU cherche à faire la pression sur l'Algérie pour qu'il assume toutes ses responsabilités et que l'ONU, donc le SG, le secrétaire général aussi, avance avec une vision et avec une conception plus pragmatique, parce qu'il y avait des discussions informelles sur le MENORSO, aussi sur les 6 mois, ou bien on va vers cette configuration de 6 mois ou bien une année. Toutes ces questions, elles étaient liées à la sécurité régionale et la perception et la conception des grands pays du Conseil de sécurité sur la façon avec laquelle doivent faire face aux défis qui guettent la stabilité de la région, et notamment en Libye, qui commence à avoir beaucoup d'impact et beaucoup de répercussions négatives sur la paix, la sécurité et la région, et surtout sur la question de l'immigration qui commence à aujourd'hui être donc une prise de conscience européenne et internationale sur les enjeux qui sont globaux de ce conflit qui est artificiel.
mais qui remet en cause aussi bien la sécurité de toute cette région-là qu'il interpelle aussi le problème de la migration. Alors, Naïm Kamal, on va rester sur l'Algérie. Il semblerait que ce pays soit quand même au bord de l'implosion systémique, si on doit voir les différents événements qui se sont déroulés sur les 2 derniers mois, à savoir une valse de sécuritaire, le procès de plusieurs généraux, un étrange putsch contre le président de l'Assemblée nationale, et puis l'annonce d'un 5e mandat pour Bouteflika. Est-ce que vous pensez que les Algériens sont en mesure véritablement de prendre des décisions en décembre? Est-ce que vous pensez que comment pourrait-il réagir? Comment pourrait réagir aussi le Conseil de sécurité face à une possible défaillance? Alors, avant de répondre, je voudrais vous lire cette déclaration qui a été publiée par l'Algérie une vingtaine d'heures après l'adoption donc de cette résolution. Comme je disais tout à l'heure, un modèle de désinformation. L'Algérie demeure convaincue que seule une négociation directe, franche et loyale entre le Maroc et le Polisario est de nature à conduire à une solution définitive de la question du Sahara, conformément à la légalité internationale, c'est les Algériens, à la doctrine et à la pratique des Nations Unies en matière de décolonisation. Donc là, on est loin de l'esprit de compromis, de la bonne foi et de l'esprit constructif. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils sont véritablement aptes maintenant à prendre des décisions? Ça fait longtemps qu'on manque d'interlocuteurs en Algérie, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, même au temps de Chedli Benjedid, on a vécu ça. Non, mais il y avait des interlocuteurs, pardonnez-moi, il y avait des interlocuteurs qui refusaient d'interroger. Il y avait des interlocuteurs, mais on ne savait pas non plus, si on savait, où se trouvait la décision. C'était déjà au temps de Hassan II, et ça a continué. Aujourd'hui, c'est encore pire. Ça s'est aggravé. D'abord parce que l'Algérie est en panne, il est en panne économiquement, il est en panne socialement et il est en panne politiquement. Il n'y a pas aujourd'hui d'alternative et d'ailleurs tout le brouhaha qui se fait autour du 5e mandat avec le limogeage de 5 généraux opérationnels, des généraux de commandement qui sont de niveau de général de division. On les appelle en Algérie général-major, qui sont aujourd'hui pour corruption. Depuis quand en Algérie on jugeait des officiers supérieurs de ce niveau-là pour corruption? Mais bon, parce qu'il y a une véritable lutte pour entre les pouvoirs et les clans. De palais en cascade, en série. Quand vous voyez le directeur général de la police, quand il a été limogé, et parce qu'on le donnait prétendant, on le donnait possible successeur de Bouteflika. Donc il y a dans cette situation un règlement de compte, et il y a à côté la partie civile qui est le paravent, en fait, de ce qui se fait et se décide au sein du Conseil des militaires. Et on a vu la bataille parce qu'il faut mettre un homme docile à la mesure du FLN et du clan de Bouteflika à la tête de l'Assemblée nationale populaire, qui est l'équivalent de la chambre des représentants au Maroc, au sein du Parlement algérien. Mettre un homme à sa tête autre que celui pour qu'il puisse vraiment le contrôler le moment venu, ou si, à Dieu n'en plaise, il arrivait à que le président algérien décède, parce que c'est le personnage qui va assurer l'intérim. Et donc il va se trouver dans une position importante au sein de l'institution étatique algérienne et qu'il faut maîtriser. Donc il y a toute une préoccupation. Mais en dehors de ça, il va falloir qu'on sorte de ce cadre. Il faudrait comprendre une chose. Aujourd'hui, toute une génération a été éduquée dans l'hostilité et l'adversité, pour ne pas dire autre chose, à l'égard du Maroc. On dirait même qu'une certaine identité algérienne s'est construite ainsi. Je ne sais pas si vous l'avez lu, certainement vous l'avez vu. Vous l'avez lu, je crois que c'est Bajolo, c'est ça, Hassan? Bajolé, Bernard Bajolé. Bajolé qui a écrit... L'ancien ambassadeur français, l'ancien patron des services de renseignement. Rien que dans des points chauds, ancien patron des services de renseignement extérieur, la DGSE française, et qui a écrit, quand il a vu Bouteflika, il lui a dit, vous savez, tant qu'il y aura l'affaire de Sahara, il n'y aura jamais de lune de miel, ni de Maghreb, il n'y aura rien du tout. En fait, c'est que le Sahara n'est qu'un prétexte. Et il y a même une idée qui a toujours été développée. Une idée qui a été développée, c'est que, en fait, ce n'est pas l'affaire du Sahara qui est la raison du conflit maroco-algérien, mais juste la justification qu'il y avait. S'il n'y avait pas le Sahara, il n'y aurait eu
autre chose que le Sahara et Alors, on se puisque- serait... Non, une petite... Toute petite alors. Vous allez me la faire oublier, vous allez me la faire Allez-y. oublier. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le test. C'est là où Genève est importante. C'est là où cette résolution, pour revenir à l'actualité, est capitale. C'est le test. Test de la bonne foi de tout le monde. De tout le monde et essentiellement de l'Algérie. Le Maroc, quand la résolution des mutuellement acceptables, un compromis politique, etc., le Maroc l'a déjà fait et il a déjà présenté, et d'ailleurs la résolution le redit, il se félicite de la crédibilité et du sérieux de la proposition. Je sais pas si Alors, je voudrais reprendre simplement, excusez-moi, votre passage entre Bajolais et Bouteflika, quand il parle de tant qu'il y aura l'affaire de Soria, il n'y aura pas de Maghreb. Encore une fois, dans sa partie préambulaire, cette résolution dit, donc le Conseil de sécurité, réaffirmant sa volonté d'aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, dans le cadre d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés. Et l'autre, c'est considérant que la solution politique de ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe contribuera à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel, vous le disiez, Cherkaoui, ce qui créerait des emplois et favoriserait la croissance. C'est la première fois qu'on revient aussi d'une manière aussi claire et aussi nette sur la composante économique de ce conflit qui est en train de coûter Mais j'aimerais aussi que vous lisiez le passage où le Conseil de sécurité se félicite de la proposition crédible du Maroc de 2007, il faut la dire. Réaliste et réalisable. Réaliste et réalisable. C'est important, il figure. Malheureusement, je l'ai pas ici. Et Prenons note, là voilà, prenons note, c'était déjà l'ancienne résolution, c'est aussi celle-là. Prenons note de la proposition marocaine présentée au secrétaire général le 11 avril 2007 et se félicitant des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l'avant vers un règlement, et prenant note également de la proposition du Front Polisario présentée au secrétaire général. Prenons note également, et il ne se félicite pas. C'est froid. Alors, Hassan Alaoui, dans le prolongement de ce que dit Naïm, est-ce que l'Algérie, maintenant avec tous les problèmes qu'elle a à l'intérieur, qu'on vient de citer, que Naïm a développé, est-ce que l'Algérie est en capacité encore aujourd'hui de continuer sa politique systématiquement anti-marocaine, dont les raisons, vous les connaissez, et qui ne sont pas prêtes de s'arranger? Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore les moyens de faire ça? Moi, je voudrais rajouter deux petites choses sur ce qui s'est dit tout à l'heure en ce qui concerne le paragraphe sur la fameuse résolution 1514 qui a été votée en décembre 1960 et qui parle évidemment de décolonisation de territoires à libérer encore et tout. D'où cette propension ahurissante de la presse et des responsables algériens qui ne cessent de citer le Maroc comme un pays qui colonise le Sahara, un pays occupé, qui occupe militairement. Est-ce que vous permettez de lire le passage de cette résolution 1514 ? Oui. Alors, c'est précise, résolution, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'autodétermination, ne peut être interprété comme autorisant ou encourageant une action quelle qu'elle soit qui démembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout État souverain et indépendant. C'est clair. J'explique. Cette résolution, elle tombe à point nommé parce que de toute façon, on a vu que toutes les dernières semaines, la 4e commission n'a cessé justement d'invoquer cette résolution et évidemment, les turiféraires algériens se sont précipités sur ce texte pour mettre, si vous voulez, en cause le Maroc. Or, c'est faux. Non seulement c'est faux, c'est vraiment malheureux, c'est scandaleux, je dirais. Pourquoi ? Parce que, en vertu de cette même résolution, le Maroc a décolonisé le Sahara en 1975, parce qu'il est dit clairement que les deux parties, que ce soit la partie colonisée ou la partie colonisatrice, n'est-ce pas, les ayants droit, comme on disait, et la puissance occupante. Le Maroc n'a rien décolonisé en 1975. Il a décolonisé. l'Espagne qui a mis fin à ça. Il a décolonisé le Sahara des Espagnols. Je suis désolé, j'explique. C'est une décolonisation achevée en 1975. Parce qu'il y a eu, comme le stipule cette résolution, il y a eu les accords de Madrid signés le 14 novembre, n'est-ce pas, 1975, entre donc, l'Espagne et le Maroc. C'est un... Et la Mauritanie. Oui, et la Mauritanie. C'est un consensus, n'est-ce pas? On appelle ça l'accord tripartite parce qu'il y a 3 pays qui ont négocié cet accord, ils l'ont signé. Donc, il était
censé achever un petit peu la décolonisation. Mais la mauvaise foi des Algériens et leurs propagandistes qui recourent à ce langage des années 60 qui dominaient à l'époque aux Nations Unies, n'est-ce pas, sont encore aujourd'hui, n'est-ce pas, en 2018, en train de nous sortir, si vous voulez, cette rhétorique qui est absolument, comment dirais-je, qui est erronée complètement. Et donc, la décolonisation du territoire du Sahara, elle a eu lieu, n'est-ce pas, par la négociation. Parce que la même chose est arrivée dans les années 60 et 62 à Évian et à Melun, entre l'Algérie et la France, c'est-à-dire puissance occupante et, si vous voulez, puissance revendicatrice. Et donc, je ne comprends pas pourquoi cette mauvaise foi du gouvernement algérien et de ces, pardonnez-moi, ces stipendiés qui continuent à nous faire croire, je veux dire, quelque chose qui n'existe plus dans la littérature politique des Nations Unies. Et c'est là aujourd'hui la résolution, elle met fin à tout ça. Parce que tout simplement, la 15-14, elle vient, si vous voulez, justement illustrer un état de décolonisation achevé et définitif. Voilà ce que je pense. Très bien. Maintenant, vous me demandez, qu'est-ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, pourquoi... Est-ce que l'Algérie est encore en capacité de continuer sa politique anti-marocaine? D'abord économiquement, deuxièmement politiquement et troisièmement diplomatiquement. À l'échelle internationale, on voit ce qui est en train de se passer. Vous savez, moi, je ne vais pas verser dans ce truc, ce procès, pardonnez-moi, de sorcellerie sur l'économie ou la crise économique et tout. Elle est là, la crise économique en Algérie. Mais je ne veux pas enfoncer le clou parce que de toute façon, vous savez, tout dépend, en Algérie, tout dépend du prix du baril, n'est-ce pas? Demain, il rebondira. Elle sortira encore comme dit mon ami, du bois, elle va être de plus en plus arrogante. Donc il ne faut pas jouer là-dessus. Par contre, la mauvaise foi du gouvernement algérien actuel, elle continuera tant et si bien, n'est-ce pas, qu'il faudrait plutôt que nous, Marocains, qu'on puisse un petit peu envisager une parade, c'est-à-dire une parade sérieuse. Et là, aujourd'hui, la résolution, elle nous donne la possibilité, si vous voulez, de mettre, j'allais dire, à défaut le gouvernement algérien. Très bien. Alors, Charqaoui Loudani, je voudrais revenir aussi sur une idée qui est en vogue actuellement, qui concerne le président Trump. Alors, comme on le disait tout à l'heure, cette résolution, le penholder, le rédacteur, le porte-plume, comme on l'appelle, sont les États-Unis. Or, la diplomatie américaine, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, est une diplomatie active, est une diplomatie qui bouscule, est une diplomatie qui refuse les statu quo. Tout bousculer, on a vu ça avec l'Iran, on a vu ça en bien ou en mal. On a vu ça avec l'Iran, on a vu ça avec la Corée du Nord, on a vu ça avec les Russes, on a vu ça avec l'ALENA, on a vu ça avec un tas de choses. Est-ce que vous pensez que... Avec l'accord de Paris. Avec l'accord de Paris, vous savez, on aurait toute une liste longue, comme un jour sans pain, comme on dit, pour lister tout ça. Est-ce que vous pensez que cette question du Sahara entre aussi dans cette logique, qui n'est pas si mauvaise finalement, de bousculer les statu quo, d'avancer, de faire des choses? Évidemment, vous savez, les deux visites des deux hommes d'État américains, je parle de Nathan Sales et John Sullivan l'été dernier, donc, et leur rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et leur déclaration sur la question sécuritaire dans la région du Nord d'Afrique, en Libye, l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Je pense que tous ces points-là sont très importants pour essayer de décortiquer la perception américaine vis-à-vis de ce statut quo qui existe et qui perdure depuis longtemps. Et je pense que John Sullivan, lorsqu'il a dit que le plan d'autonomie c'est une option potentielle pour redresser la situation qui perdure depuis très longtemps, je pense que c'était un message très clair pour l'Algérie. N'oublions pas aussi, il y a un point qui est très important, les États-Unis, ils comptent beaucoup sur le Maroc dans la lutte contre le terrorisme. C'est un partenaire et un allié clé dans les équations géosécuritaires dans la région MENA et dans l'Afrique subsaharienne et dans les pays du Sahel. Et j'en pense même la rencontre du ministre des Affaires étrangères, Bourita, avec Pompeo aux États-Unis. Donc il était dans ce sens-là. Donc le Maroc joue un rôle très important dans la mise en place d'une paix pérenne dans la région du Sahel et l'Afrique subsaharienne. Mais j'aimerais bien revenir à un point qui est très important sur cette résolution 2440. Pourquoi il inquiète l'Algérie et le Polisario? Parce qu'il faut bien souligner que depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, il y avait un changement de temps et de langage dans la résolution. C'est pour dire que ce retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine a joué un rôle très important. D'ailleurs, le gel du Sud-Soudan, de la reconnaissance du pseudo-race, c'est un point qui est très important, aussi, qui est aussi très important dans la perception de la conception d'une solution
qui peut vraiment jouer en faveur du Maroc. Et je pense aussi qu'il y a un point qui est très important, c'est que toutes les résolutions depuis ce retour institutionnel, je parle de la résolution par exemple 2285, 2351, je parle de la résolution 2414, ils avaient un langage qui est très précis, très clair et qui fait nous revenir sur les déclarations de l'envoyé spécial de secrétaire général de l'ONU, qui est Peter Van Walsom, lorsqu'il a dit que la mise en place d'un État lige un vide géopolitique dans la région, il est inacceptable. Donc, un micro-État dans la région, il est inacceptable. Il peut vraiment faire exploser toute la région, et notamment l'Afrique subsaharienne et la région du Sahel. Et je pense qu'aujourd'hui, à la lumière de toutes ces questions géopolitiques, géosécuritaires, géostratégiques, je pense que le Maroc est en train vraiment d'isoler ce pseudo-race dans l'Union africaine. Et c'est pourquoi leurs manœuvres prochaines, et on va le voir, vont être axées sur l'Union africaine, et parce qu'ils cherchent une autre crédibilité. Ils vont chercher un autre langage et ils vont chercher d'autres idées. Et donc, je pense que le Maroc doit être toujours au point pour qu'il puisse défendre ses intérêts géopolitiques et géostratégiques dans le continent africain et dans la région MENA. C'est pourquoi on considère que cette résolution, elle est historique parce qu'il fait la rupture. Il a créé un antécédent parce qu'il a pointé, il a mis le curseur sur les vrais problèmes sécuritaires, sur le défi et les enjeux que peut vraiment connaître la région et la sous-région en cas de la pérennité de ce problème et que ce problème persiste dans la durée. Et je pense que la table ronde prochaine, le 5, le 6 décembre, va être décisif. Alors et justement, il nous reste une poignée de minutes et je voudrais vous poser une question à tous les trois puisqu'on a fait le tour de la question. Qu'attendez-vous de cette table ronde de Genève où il y aura les 4 protagonistes? Certains s'appellent partis, c'est des partis, d'autres s'appellent États voisins. Qu'est-ce que vous attendez de Genève pour les 5 et 6 décembre, Naïm Kamal? C'est une question posée à vous trois. Et il nous reste 4 minutes. Genève, d'accord, je vais aller rapidement. Merci. Genève, c'est aujourd'hui, si vous voulez, l'objet central de cette résolution. Et parce que tout tournait autour de ce que va être la rencontre de Genève. Pour l'Algérie, elle a longtemps fait croire, peut-être également pour Colère, qui, à sa façon, il voulait aller directement à des négociations directes et revenir à un type de menace, une perte de temps. Et le Maroc a dit non, on ne peut pas y aller comme ça. Donc vous vous attendez à quoi? S'il vous plaît. Donc, il y a eu un recentrage. Bon, on ne parle plus de négociation directe. Même si l'Algérie continue à le faire dans son communiqué, c'est son problème. On parle de table ronde. La résolution parle de table ronde. C'est-à-dire, à 4, on n'est plus dans 2+2. Comme Manhast, on est 4. Et c'est précisé. Maroc, Polisario, Algérie, Mauritanie. Donc, on ne parle ni de partis et d'États voisins, mais de 4 pays. Et c'est le test essentiel du degré d'implication de chacun pour d'abord mettre en œuvre précisément... Montrer sa bonne foi et en quoi il va intervenir. Les résolutions, disons les commandements opérationnels de cette résolution. Trouver une solution politique juste, mutuellement acceptable. Parce qu'on ne va pas continuer à la répéter tout le temps. Aujourd'hui, le Maroc est prêt. Non, on ne va pas la répéter continuellement. Il faut maintenant passer à l'acte. Très bien. Hassan Ali, vous vous attendez à quoi pour cette réunion? Moi, vous savez, j'ai vécu personnellement parce que j'ai vécu Manhasset. Et donc, Manhasset, ça a été ce que ça a été avec un monsieur qui s'appelait Peter Van Walsom, qui est un diplomate hollandais chevronné. Donc, je vous rappelle qu'il a dit que pour le référendum, c'est fini. C'est lui qui a dit ça. Oui. Et ça a tellement déplu aux Algériens qu'ils ont essayé de le sauter. Ils ont retiré leur confiance. Maintenant, Genève, ce n'est qu'une table ronde. On va sonder un petit peu les intentions
n'est-ce pas, de nos adversaires. Et surtout, moi je pense, il faut le faire, on va absolument les confondre dans leur, si vous voulez, dans leur politique, j'allais dire, hypocrite, dans leurs intentions, hein, et de perverses, comme dit mon ami. Et on va, et c'est ça le rôle aujourd'hui, on va enfin dévoiler le vrai jeu, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on aura l'avant-goût de ce que prépare aujourd'hui. C'est l'occasion nous est donnée officiellement devant la communauté internationale, devant les Nations Unies qui sont en charge de ce dossier, ni l'Union africaine, ni personne d'autre. C'est les Nations Unies. L'Égypte, c'est un monsieur qui s'appelle Guterres. Et donc, on va absolument confondre ces protagonistes qui n'arrêtent pas, depuis 43 ans, de mener ce jeu suicidaire du Maghreb. Vous attendez à quoi pour cette table ronde du 5-6? Très rapidement, il nous reste une poignée de secondes. D'abord, je pense que pour le Maroc, leur adversaire a été identifié clairement, c'est l'Algérie. Il doit assumer ses responsabilités. Je pense aujourd'hui, comme il a dit Sa Majesté, ce n'est pas la solution qui compte, mais c'est la voie à prendre qu'on doit tenir en compte et qu'on doit vraiment décortiquer pour qu'on puisse finir une fois pour toutes de cette situation. Donc tous les projecteurs vont être braqués sur Genève les 5 et 6 décembre prochains. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.